Il est midi 12. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-12, votre entracte culturel annuel. Le concept, c'est de vous donner la parole pour partager vos découvertes et coups de cœur culturels. Le 12-12 vous donne l'occasion de discuter avec la communauté universitaire autour d'un livre, d'un film, d'un opéra, d'un groupe de musique, d'une exposition ou de tout autre objet culturel. Le format se veut court avec 5 minutes d'intervention de notre invité du jour, puis la parole vous sera donnée avec vous, public, pour échanger. Alors aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Rémy, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, qui nous évoque son étonnement face au livre L'herbe bleue. Bonjour Mathieu, alors comment est né cet étonnement? Bonjour Fabrice. Et c'est un étonnement qui est directement lié donc, à l'activité d'enseignant-chercheur, puisque je trouve les idées que je vais éventuellement ensuite proposer à des journaux comme Télérama dans le courant de mes recherches. Et comme je suis enseignant-chercheur en littérature, que je travaille sur littérature et société de consommation, que je travaille aussi sur la contre-culture, la notion de contre-culture, je suis amené à faire des grosses révisions d'histoire littéraire et d'histoire culturelle en général. Je travaille beaucoup sur les années 50, 60 et 70. Et en faisant ce que j'appellerais du screening, un peu pour m'amuser avec ce que font les chercheurs en médecine, hein, puisque on trouve des traitements pour de nouvelles maladies avec des anciens médicaments qui sont tombés en déshérence. Dans la recherche en littérature, c'est un peu la même chose. On fait du screening. Moi, je fais des grosses chronologies, des grosses, euh, des grosses révisions comme ça de ce qui s'est publié il y a 50 ans. Et pendant le dernier confinement, en fait, j'avais comme ça mis bout à bout des articles, des idées d'articles que je pouvais proposer à des journaux parce que j'avais fait quelques petites trouvailles et que ça pouvait s'éditorialiser, notamment vis-à-vis de journaux comme Télérama. Alors, euh, pendant le dernier confinement, c'était là pour le coup un vrai coup de cœur parce que j'ai fait mon premier article pour Télérama en découvrant que il y a 50 ans, à l'époque, en juin 2020, Hunter S. Thompson avait publié son premier article de Gonzo Journalisme, donc ça faisait un anniversaire, et j'ai continué à proposer des articles à mon interlocutrice à Télérama sur ce mode des il y a 50 ans, il y a 50 ans. Donc j'ai chaque fois cherché des choses qui pouvaient être un peu comme une sorte de rappel mémoriel. Et m'est venu donc entre les mains ce livre qui s'appelle Go Ask Alice en anglais, qui a été publié donc aux États-Unis chez Prentice Hall en 1971, et qui est un journal intime, ou en tout cas qui est censé être un journal intime d'une jeune fille de 15 ans tombée dans toutes les drogues possibles et imaginables. Je crois qu'elles y sont à peu près toutes représentées dans le livre, et qui aurait livré donc son journal intime à cette maison d'édition, qui l'aurait fait paraître quelques temps, quelques mois à peine après sa mort présumée. Alors, voilà, c'est un livre qui a fait un carton mondial, hein, 3 millions d'exemplaires vendus en quelques années, 16 traductions dans le monde entier, dont une version française donc, qui s'appelle L'herbe bleue, qui existe encore donc, chez Presse Pocket Jeunesse. Et donc, en allant sur Internet, en faisant justement voilà, des recherches, les recherches qu'on peut faire en ce moment, par temps de confinement, même si je ne sais pas si déconfiné, j'aurais fait plus, mais on commence toujours par aller faire quelques petites vérifications, par croiser les sources. On travaille. Moi, j'ai
toujours un peu l'impression que l'enseignant-chercheur travaille comme un journaliste, c'est-à-dire commence évidemment par aller vérifier des chronologies, des sources, voilà, des différents biais qui permettent d'établir des faits. Et le fait est apparu assez vite que L'Herbe bleue était un faux littéraire, c'est-à-dire un livre qui avait été écrit par Béatrice Parks, qui est une journaliste, thérapeute, mais apparemment elle n'a pas les diplômes pour pouvoir se revendiquer thérapeute pour adolescents, qui a révélé un peu, parce qu'elle y était poussée par une chercheuse qui a publié un article dans une revue spécialisée pour les libraires et les bibliothécaires. Elle a fini par avouer qu'elle était l'auteur, en tout cas celle qui avait remonté le journal intime, que par ailleurs elle avait perdu. Tiens, étonnant. Et on a commencé à se rendre compte qu'elle avait un peu voilà, fabriqué comme ça beaucoup de journaux intimes d'enfants ou d'adolescents en crise avec la drogue ou le satanisme ou l'anorexie, voilà, et qu'elle en avait fait une sorte voilà, d'entreprise, de petite entreprise. L'anecdote étant que L'Herbe bleue pourrait bien avoir été commandité par un comédien de télévision pour lequel Béatrice Parks travaillait et qui avait perdu sa fille dans un suicide et qui persuadait que ce suicide était dû à la drogue, a beaucoup poussé la carrière de Goas Callis en 1971 lors de sa publication par Prentice Hall. Je surveille un peu l'horloge, mais j'ai l'impression d'être arrivé un peu au bout de mon temps. Fabrice? Eh ben, en tout cas, non, on peut encore continuer. Moi, je vais mettre là dans la conversation le lien vers l'article et si des gens ont des commentaires ou des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas. C'est maintenant. Voilà, si j'ai un tout petit peu de temps, c'est amusant par rapport à notre lieu commun qui est l'université. Cette collaboration avec Télérama, elle est amusante alors, au plan de la recherche, parce que pour le coup, elle vient de mon travail de recherche. Et donc, c'est un peu une preuve que la recherche peut être vulgarisée presque automatiquement et servir de dialogue avec un plus grand public que les spécialistes. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ensuite, le fait que j'ai publié dans Télérama n'est pas un hasard, puisque j'ai pendant à peu près 18 ans, ça fait quelques années que j'ai arrêté, et c'est dire le temps que j'ai déjà passé à l'université comme enseignant, mais j'ai pendant 18 ans fait passer les concours d'école de journalisme à l'université et j'ai eu beaucoup d'étudiants donc qui sont passés dans mes cours, à qui j'ai fait voilà, du coaching pour qu'ils intègrent des écoles de journalisme reconnues par la profession et qui étaient donc sur concours. Et j'ai eu voilà, j'ai eu voilà, des admis qui ensuite sont devenus journalistes et deux d'entre eux notamment qui sont devenus collègues à Télérama. Et quand il y a eu ce premier confinement et que j'ai eu cette idée d'article, je les ai contactés en leur disant voilà, maintenant, enfin, vous êtes parfois adressé à moi pour avoir un stage ou un plan quand j'avais encore quelques contacts dans la presse. Là, maintenant, mes contacts, c'est vous. Et j'ai une idée d'article. Est-ce que vous pourriez le montrer à votre rédactrice en chef de ma part? Est-ce que vous pourriez essayer de pistonner votre vieux prof pour un article? Et ils m'ont dit, mais bien sûr, on est content de faire ça pour toi et tout ça. Et bien leur en a pris, puisque apparemment, maintenant, je suis autonome. J'ai plus à passer par eux. La rédactrice en chef m'a plutôt à la bonne. Mais c'est du coup
grâce à mes anciens étudiants que j'ai entamé cette espèce de carrière parallèle. Voilà, un message à tous les étudiants de bien s'entendre avec leurs enseignants, ça peut et vice versa, Ouais, ça mais peut ça surtout garder, aux par enseignants la de bien suite. s'entendre avec leurs étudiants Voilà, aussi, voilà, pour, effectivement de quand ces étudiants réussissent et s'intègrent dans le milieu professionnel, c'est toujours. Alors moi, j'ai l'habitude de faire revenir souvent mes étudiants pour parler aux étudiants que j'ai en cours pour montrer justement qu'un parcours professionnel, ça dépend évidemment voilà, d'un sérieux à l'université, mais aussi d'opportunités qu'on doit savoir saisir. Et donc, je fais souvent venir voilà, des éditeurs, des journalistes, des gens que j'ai pu avoir en cours pour montrer que bah, voilà, c'est des personnes qui existent vraiment, qui ont eu un parcours à peu près similaire à ceux que j'ai en cours là. Et ça incarne un petit peu les choses. très bien. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Il me semble que tu as été, J'ai essayé d'être clair, mais j'ai oui, l'impression tu que l'étais. Alors, un commentaire: «Souvenir du collège laissé chez mes parents». Voilà, c'est vrai que beaucoup de gens, ont pu lire ce livre, c'est vrai que l'article a fait réagir, quelques-uns comme ça. C'est ça qui est bien, c'est que on retravaille les souvenirs aussi. oui, alors c'est vrai. Puis en plus, là, il y a eu une impression de trahison de la part des gens qui l'avaient lu et qui avaient eu l'impression justement qu'on les avait protégés justement des dangers de la drogue à partir de quelque chose qui était un vrai témoignage, c'est-à-dire qui était une suite d'événements réels qui se sont vraiment passés. Et un peu, c'est ce que je dis dans l'article, c'est-à-dire que je trouve ça dangereux de la part de l'éditeur actuel de l'Herbe Bleue de continuer à laisser croire que c'est un témoignage. C'est ce qui est quand même sur la quatrième de couverture, un témoignage à partir de 15 ans. Moi, quand je vois témoignage, j'ai l'impression que c'est un récit vrai. Or, le fait, voilà, maintenant, avec le recul de savoir que c'est un faux littéraire, je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre en préface, qui doit se préciser, qui doit être dit pour qu'on connaisse le statut des textes. Hein. Aujourd'hui, ben voilà, ça a été une grande tradition au XVIIe, XVIIIe siècle de faire croire que la nouvelle Héloïse ou les liaisons dangereuses étaient un véritable échange de lettres que l'auteur n'avait fait qu'éditer, mais ça n'est pas resté. Évidemment, c'était pour échapper à une forme de censure. Là, laisser le livre dans cet état-là sans indiquer l'histoire de cette négociation avec le réel, on va dire, pour être dans l'euphémisme, ça me semble dangereux et ça me semble surtout il peut y avoir un effet boomerang, comme j'explique dans l'article, c'est-à-dire que ça finit par jeter le discrédit sur d'autres textes qui pourraient justement revendiquer une véracité. Et surtout, ça alimente cette ambiance de complotisme qui est désastreuse et qu'on vit un peu tous les jours et qui s'empare un petit peu de quasiment tout le monde. C'est-à-dire que c'est un... voilà, il y a des faux qui sont fabriqués pour, à une certaine époque, rechercher un but particulier. Faire amende honorable mais pas déshonorant, me semble-t-il, pour les éditeurs. Et ça me semble même utile de pouvoir ensuite dire que le statut des textes, bah, c'est important et c'est important que les jeunes gens en particulier sachent ce qu'ils ont entre les mains. Et ils sont tout à fait capables de faire la distinction entre une fiction qui peut avoir des airs de vérité et qui peut informer utilement sur un certain nombre de phénomènes réels, tout en étant de la fiction et en étant un montage esthétique, voilà, de l'artifice. Et que cet artifice puisse tout de même enseigner un certain nombre de choses.
Justement, il y a une question, est-ce qu'il y aurait d'autres livres ou peut-être d'autres, sous d'autres formats, cinéma ou exposition ou autres, qui justement suscitent la même réflexion sur le faux, que ce soit dans Ah le oui, il y en même a genre, ou alors est-ce que tu es à la chasse? Il y en a beaucoup. Non, 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 il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et ça fait l'objet de recherches, bah, notamment à l'Université de Lorraine, parce que je travaille assez régulièrement avec une enseignante-chercheuse en littérature à Metz qui s'appelle Charlotte Lacoste et qui travaille sur le témoignage comme genre littéraire. Et elle a fait, elle, une thèse entière de 1300 pages. Enfin, c'était assez colossal sur la notion de témoignage et par conséquent la notion de faux témoignage. Et il y a énormément, notamment dans la question on va dire du crime de masse. Il y a beaucoup voilà, de dingues qui se sont retrouvés à écrire des faux témoignages expliquant qu'ils étaient soit passés par un camp d'extermination, soit qu'ils avaient vécu tel ou tel type de violence politique. Et ça a été en général déjoué assez rapidement. Il y a un exemple célèbre, c'est celui d'un livre qui s'appelle Fragments de Benjamin Wilkomirski, qui est donc un livre qui aurait pu faire beaucoup de mal, puisqu'il aurait pu tomber dans l'escarcelle des négationnistes, mais ça a été déjoué assez rapidement. On a vite compris que Wilkomirski était un mythomane et qu'il avait inventé cette histoire d'enfance dans un camp d'extermination. Il y a, voilà, il y a un livre de Jean-François Steiner qui s'appelle Treblinka, qui a un statut très très ambigu, même s'il a été considéré comme une fiction. Voilà, il y a plein d'exemples dans l'histoire de la littérature où on cherche. Alors surtout, voilà, depuis qu'on se pose la question justement de ce en quoi la littérature peut témoigner d'événements tragiques et apprendre quelque chose dans le non-renouvellement de ces épisodes tragiques, on se pose beaucoup la question justement de savoir ce qui est vrai et de savoir ce qui est faux. Et c'est tout à l'honneur en quelque sorte des écrivains d'être au clair avec ça. Alors effectivement, on a une remarque nous disant qu'effectivement, il était quand même mieux de savoir ce qui était de la fiction ou de ce qui était du réel. Alors, y a-t-il d'autres réflexions, d'autres remarques? En tout cas, merci. Non, ça n'a pas l'air de réagir. Donc, ça a été très clair. Merci Mathieu pour ce Merci témoignage. Et puis, on va suivre les aventures de Mathieu Rémy dans Télérama fréquemment, j'espère. Il y a déjà un autre article ou ouais, le prochain article va être consacré au début littéraire d'un auteur de polar qui s'appelle Jean-Patrick Manchette. C'est pour le mois d'avril. Notre ambiance. Merci beaucoup, merci à tous. Rendez-vous jeudi prochain et on vous rappelle aussi que n'hésitez pas si vous avez envie de partager vos coups de cœur, dites-le nous. Voilà, et vous pourrez le faire et passer la place de Mathieu en tant qu'intervenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Bonne journée, au revoir.